Bonjour à tous, bienvenue. Ce webinaire me fait particulièrement plaisir puisqu'il est co-animé avec Willy qui vient témoigner, raconter cette aventure commune. On va parler d'une transformation qui continue toujours, hein, in progress chez OCA Smart Building, que Willy va vous présenter. Transformation sur laquelle Good est intervenu pendant 6 mois, de janvier à juin, et on a trouvé que c'était un récit intéressant à vous partager. Et donc, Willy, je te laisse dire un mot sur toi. Bonjour à tous, Willy Ménarange, moi je suis le directeur système d'information chez OCA Smart Building. Je suis arrivé chez OCA fin 2021 et directeur du SI depuis janvier 2023. Voilà, et donc l'accompagnement qu'on a fait, c'est fait en binôme, moi-même et Olivier Lequeux. Olivier nous rejoindra, j'espère, quand il aura fini son atelier d'ici une demi-heure. Pour ceux qui ne connaissent pas Good, nous sommes un cabinet conseil et coaching sur les sujets de l'organisation et du management au service des enjeux de la tech. Donc, que ce soit des éditeurs ou des entreprises qui rencontrent des enjeux particuliers, on essaye de faire conjuguer des mots comme roadmap, performance, motivation des équipes, ce qui est parfois un vrai challenge, mais c'est notre positionnement. Donc, on va parler de cette transfo possible qui parle de rapprochement métier IT, de transfo du SI, d'organisation des équipes de la DSI, et tout ça sur fond d'agilité. Je vous propose de garder vos questions pour la séance d'échange à la fin, puisque peut-être que vous les trouverez vos réponses au cours de la présentation. Et on est parti. Vous pouvez aussi les mettre dans le chat si vous voulez ne pas les perdre. Alors, qui est OCA Smart Building en un mot? En un mot, OCA, c'est une entreprise qui fait du comptage de l'énergie, majoritairement de l'eau, donc les compteurs d'eau, et de l'énergie thermique sur les chauffages dans les logements, dans les bâtiments avec des logements collectifs. On existe depuis un certain nombre d'années. On a un peu plus de 500 personnes, forte croissance, une culture plutôt PME. Et à un moment donné, côté système d'information, il fallait qu'on passe un cap important qui est notamment lié justement à cette forte croissance, de se dire, bah voilà, on a un existant, on veut passer sur autre chose, mais il y a un certain nombre de choses qui bloquent. Dans ce nombre de choses qui ont bloqué, on a notamment l'ERP de départ d'exploitation qui est vieillissant. On a des équipes espace métier, donc une équipe de développement avec un périmètre extrêmement large. On a des difficultés à collaborer avec les personnes qui nous demandent finalement des fonctionnalités. Donc on a 25 agences en région, on n'est que en France, mais ça fait quand même 25 localités. On a des processus métiers à harmoniser parce qu'ils sont assez différents en fonction des agences. Et puis surtout, il y a eu un moment donné, ils avaient décidé de réécrire, donc j'étais pas là quand ça a été pris cette décision de réécrire un nouvel ERP, l'ERP de gestion du métier cœur d'OCA, hein, donc le comptage de l'énergie. Et à ce moment-là, il y avait eu une démarche agile très importante. Et cette expérience n'avait pas forcément été bien vécue par les personnes présentes. Et donc, il y avait quelques réfractaires, quelques personnes qui n'avaient pas forcément envie, dès qu'on parlait d'agilité, ils se donnaient un certain nombre de prismes, en tout cas, ou d'expériences vécues précédemment, qui ne leur donnaient pas trop envie d'aller plus loin. Tout à fait. Alors, on va vous présenter un petit peu notre point de départ, la situation à fin 2023, le dispositif qui a été mis en place pour accompagner cette transfo, comment on s'est mis en mouvement concrètement, et puis le plus important peut-être, des déclics et des retours d'expérience des acteurs qui, à un moment donné, ont dû prendre sur eux, regarder les choses complètement différemment, repenser leur rôle, et c'est ce qui fait toute la qualité d'une transfo au final. Alors notre point de départ, effectivement au niveau de la production, des projets IT au sens large, on est dans un phénomène assez bien connu de souhaits qui dépassent largement
la capacité de production. Donc on a une entreprise qui a du mal à tenir compte de la capacité à faire et des commanditaires, que ce soit métier, que ce soit direction, qui ont des demandes très ambitieuses avec des exigences de roadmap très ambitieuses, pour soutenir la croissance d'une entreprise. Donc effectivement, ça nous donne un mode, survie pour les équipes, où tout est urgent, tout est indispensable, tout est critique. Donc les équipes, se démènent pour s'en sortir. Il y a déjà des bribes effectivement de mode agile avec, des démos, des sprints, des PO. Il y a quelques rôles qui sont en place. Mais voilà, les demandeurs viennent à tout moment demander, exprimer des besoins dans le désordre, pas concertés, pendant une démo. Les développeurs héritent d'un SI qu'ils connaissent assez partiellement. Tout le monde touche un petit peu à tout. Donc la connaissance de l'existant est assez difficile à acquérir, hein. Il y a un coût d'onboarding d'un nouveau dev qui est vraiment important et qui ralentit l'équipe, donc on hésite à faire monter en capacité les équipes. On perd presque l'utilité de la vision de chaque brique du SI. Il y a un temps pour les équipes de dev passé sur le développement qui est finalement faible et un temps de maintenance et de debug qui est très important. Beaucoup de changements de priorité. On croit plus trop aux dates de la roadmap, ça devient presque, presque un mythe. Le PO passe son temps à faire les plannings, défaire les plannings, donc tout ça commence à perdre de sens. Et tout le monde compense les limites de l'organisation. Donc le dev compense le besoin métier approximatif, le PO compense le manque de concertation côté métier, donc tout le monde compense l'échelon avant lui dans la chaîne. Et puis on a aussi un phénomène de saturation des agendas qui était assez flagrant au niveau des managers également, qui rend difficile de même positionner un atelier pour travailler sur ces problèmes. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Et puis il y a aussi un phénomène de fond, c'est qu'on va vous présenter, mais cette direction innovation et performance, finalement, elle se retrouve à prendre des décisions qui ne lui incomberaient peut-être pas pour rendre service, des décisions qui devraient peut-être se faire à un autre niveau que le sien. Donc tout ça nous donne un cercle vicieux ou une espèce de boucle amplificatrice où plus il y a d'urgence, plus on parallélise, plus notre capacité à faire elle diminue, plus on est en best effort, en mode héros, sans organisation définie, et plus on s'engage de la notion on s'éloigne de la notion d'engagement vis-à-vis des équipes. L'insatisfaction augmente et la pression augmente, et tout ça génère encore plus d'urgence. Donc voilà un petit peu le phénomène. Et Willy, voilà, qu'est-ce qui se disait dans les équipes? Quel était le ressenti? Là, on a quelques verbatim en fait qui ont été donnés par des personnes qui ont été interviewées par l'équipe de Good. Mais concrètement, oui, nous, le problème, c'est qu'annoncer une date, c'est toujours super compliqué. On a un nombre de projets tellement important et tellement ils sont tous critiques qu'il y a un truc qui ne matche pas avec la taille de l'entreprise et notre capacité à faire. D'un côté, on a nos demandeurs qui, du coup, sont jamais satisfaits parce qu'ils disent qu'on prend nous-mêmes un certain nombre de décisions, alors que ça devrait être des décisions qui sont des décisions métiers. Il n'y a pas de vision claire de où est-ce qu'on va. Et surtout, le petit en bas à droite, il est important, c'est que au départ, on avait une vision plutôt, il faut que ce soit orienté le développement de ce nouvel ERP. Pour autant, il y avait tout un tas d'autres briques à côté qui font partie d'un système d'information qui étaient existantes. Et donc, à un moment donné, toutes les priorités, tout ce qui est emmené à droite à gauche, les gens se sont tiraillés et ils savent plus où donner de la tête et surtout, ils savent plus ce qu'il faut décider. Et du coup, d'ailleurs, ils ne décident pas. Et d'ailleurs, les décisions ne sont pas faites aux bons endroits. Et donc, oui, il y avait vraiment un essoufflement et une fatigue liée à ce manque de clarté. Alors ça, c'est toi? Ouais, ça c'était moi, mais il y a longtemps. Faites par une IA alors. Ouais, c'est ça. Manager déprimé, manager inquiet. En fait, moi, l'idée, c'est que, grosso modo, les étapes, c'est fin 2023. Chez OCA, il y a eu un audit qui a été mené un peu global sur différents éléments. Et puis, il y a eu notamment l'informatique qui est passée au travers de cet audit. Et il y a eu, on veut aller vers une cible. Cette cible, c'est à peu près celle-là.
Ben, on n'a qu'à y aller. Mais on n'a qu'à y aller, nous tous ensemble. Mais le nous tous ensemble, il y a un truc qui est important, c'est que dès qu'on commence à se dire qu'il faut bouger des lignes, il y a des humains derrière tout ça. Et la première question qui arrive derrière, c'est mais comment mes équipes elles vont vivre ce changement? Qu'est-ce que ça va donner? Comment on les embarque finalement dans un changement? Petit clin d'œil, ça s'appelait Projet Possible, la transfo menée avec Good, parce qu'un des verbatims qui existait énormément, c'est de toute façon, dès qu'on veut bouger quelque chose, c'est impossible chez OCA. Et du coup, la petite rigolade, c'est bah, ok, on va bouger les choses, on va l'appeler possible. Et puis il y avait un autre clin d'œil, notre dirigeant étant un fan d'alpinisme. Le projet possible, c'est un projet qui a été mené par un alpiniste. Vous regarderez, c'est assez impressionnant. Donc voilà, le petit clin d'œil, c'est de dire on va arrêter de dire que c'est impossible, on va bouger les choses, mais il faut embarquer. Pour embarquer, on ne peut pas faire que de l'audit et se contenter après de dire il n'y a qu'un faucon. Il faut qu'on fasse un accompagnement au changement. Et là, ça a été une décision qu'on a été plusieurs à pousser, petit clin d'œil Maxime, sur le fait qu'il fallait qu'on ait un accompagnement, qu'on ne pouvait pas y aller comme ça de manière simple, il fallait qu'on emmène des gens avec nous. Et c'est là qu'on a été chercher Good, qui nous a fait une proposition qui convenait très bien avec ce qu'on avait besoin de faire. Et c'est là où on a démarré ce projet possible. Alors, donc, l'orientation qu'on avait, c'était de se dire le mode produit va nous rendre service pour ramener les discussions sur les priorités, sur les enjeux stratégiques pour l'entreprise en amont de la production pour qu'on se parle au bon moment et pas trop tard en mode démo ou quand la fonctionnalité est déjà développée. Donc, ça a été vraiment cet effort de se dire le canapé, il rentre pas dans la voiture, donc il va falloir le transporter un petit bout, imaginer des chaises et des tabourets pour répondre aux besoins et surtout se mettre une bonne fois pour toutes au clair avec la capacité à faire, donc la CAF. Et ça c'est vrai que c'est facile à dire, mais c'est une révolution de process, c'est une révolution dans le management, c'est une révolution dans la culture produit au sens large. Pour schématiser ça, voilà le mode de production numérique. Et l'idée, c'est bien de le resituer par rapport aux objectifs de l'entreprise, à nos cibles métiers. Et c'est de ça dont on dérive les objectifs de la production IT. Et une fois qu'on a clarifié ça, on a des initiatives qui sont des grandes idées de fonctionnalités, des grands besoins, mais pas encore dégrossis. Ces initiatives, on va les affiner, on va leur affecter une valeur, un effort, une faisabilité organisationnelle et technique. Donc, ça nécessite de mettre tout le monde d'accord aussi. Plusieurs régions, plusieurs parties prenantes. Et cette maturation-là, elle se fait notamment sous l'égide d'un rôle qu'on a appelé garant métier, le JM, qui va aussi permettre ce dialogue d'harmonisation des pratiques avec des entreprises qui ont été peut-être rachetées, qui ont des SI, des process complètement différents. Donc ça, c'était un élément important et qui soit capable aussi de véhiculer avec l'équipe performance ces objectifs métiers dans la chaîne de production. Notre PO vient animer son backlog produit avec la vision 3 mois et la vision découpage en histoire utilisateur au niveau des sprints pour délivrer un produit avec le maximum de valeur, minimum d'effort. Et tout ça avec une coordination d'un product manager, Damien, qui lui faisait la consolidation d'une roadmap globale des projets et des produits. C'était ça notre cible. Alors, comment on est intervenu? Quels ont été nos leviers? Il a été assez évident que la première brique, c'était de mettre en place une équipe transfo avec les managers pour faire émerger un modèle, créer des instances, des rôles, clarifier les différents enjeux qu'on devait adresser et faire l'animation et le relais auprès des équipes en proximité. Bien sûr, notre fil rouge, c'était de rapprocher les équipes métiers et IT, ce qui s'est fait avec la création de ce rôle garant métier, qui devenait un petit peu le binôme avec le PO de garant de la ligne fonctionnelle. Mettre en place et faire monter en compétence les équipes dédiées à des périmètres, deuxième axe. Et enfin, on a créé des espaces d'écoute en matière de conduite du changement. On a besoin d'entendre les résistances et les opportunités que les personnes voient dans tous ces changements. Donc, on avait une communication descendante et très rapidement, on l'a vite complétée par des petits ateliers d'expression en petits groupes. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui vous a été présenté? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il vous manque des choses? Est-ce que vous avez des inquiétudes? Pour avoir vraiment une courroie de transmission entre vision et exécution qui soit
qui soit clair. Alors, nos façons d'intervenir avec Olivier, c'était bien sûr des séminaires, l'animation de l'équipe transformation, la construction du modèle cible, soutenir et accompagner les personnes en prise de poste, notamment nos nouveaux garants métiers, soutenir les personnes impactées par une redéfinition de leur périmètre. Donc ça aussi, notre casquette coach pro nous permet d'assurer ce soutien-là. Et puis bien sûr, des ateliers participatifs avec les équipes. Donc on a fait un coaching dégressif sur 6 mois. On était grosso modo à mi-temps à 2 et puis jusqu'à 2 jours, puis 1 jour semaine jusque fin juin. Donc la mise en mouvement qu'on a fait, Océane nous a fait la bonne surprise de nous dire 10 jours après le démarrage de la mission, qu'il y avait un séminaire de lancement qui réunissait 60 collaborateurs de la DIP. Donc on a saisi l'opportunité pour travailler sur déjà une première brique de conduite du changement, qui est qu'est-ce que les personnes voient, hein, la prise de conscience. Est-ce que les personnes voient qu'il y a un problème? Comment elles prioriseraient les leviers d'intervention sur ce problème? Donc ça a été l'occasion au cours d'une matinée de les mobiliser là-dessus. Donc vous voyez à titre d'illustration, à la fin de la matinée, on leur demandait si finalement cette transfo elle leur paraît utile ou pas. Une fois qu'ils avaient bien compris et discuté des enjeux et de ce qu'on envisageait, ils ont été mettre des petites paillettes et c'est semi-anonyme puisque là on avait un vote par groupe. On voit que le groupe 3 il trouve la transfo très utile, que dans le groupe 1 il y a un petit peu moins, donc ça permettait aussi d'exploiter ces informations par la suite. Et puis dans ce séminaire, on leur demandait par rapport à cette transformation-là, est-ce que vous vous sentez à fond? Vous êtes gazelle? Vous êtes déjà en marche? C'est OK pour vous? Est-ce que vous êtes encore un petit peu hésitant? Vous me mettez en marche un petit peu, mais en mode poney? Ou est-ce que vous êtes en mode escargot? Vous avez du mal à démarrer. Et donc dans la salle, on leur demande de se positionner par rapport à ces animaux-là, à ces statuts. Et puis il y en a qui nous disent: «Je me sens ni l'un ni l'autre, en fait, je me sens pas concerné par la transfo». Du coup, on crée ce qu'on a appelé la Suisse, en live, une zone dans la pièce suisse pour les personnes qui se sentaient pas concernées. Et du coup, ça a été une surprise de voir qu'il y avait quand même pas mal de monde qui est allé en Suisse. Et ça a permis aussi de nourrir le travail managérial, la discussion managériale avec eux pour les impliquer. Donc, séminaire de lancement, convergence direction manager opérationnel sur l'enjeu de ce modèle, et puis définition de nos leviers d'action. Le deuxième mois, on a fait un travail de précision des rôles, fiches de poste, flux de travail, modalités de collaboration, et puis un travail de cadrage des périmètres d'équipes fonctionnelles, donc de flux, de VSM assez classique, où là, on essaye de se dire, par rapport à la chaîne de valeur de l'entreprise, compteur, relève, valorisation des données, facturation des clients. Donc finalement, par rapport à cette chaîne de valeur, est-ce qu'on est capable de découper des périmètres fonctionnels pour les équipes dans lesquels elles aient un petit peu d'autonomie, un petit peu plus que ce qu'elles en ont, et qu'elles puissent être responsabilisées sur ce périmètre. Donc voilà, ça a été une discussion aussi de savoir si on avait un garant métier par rapport à la découpe des périmètres qu'on envisageait, et s'il n'y avait pas trop de complexité au niveau des briques techniques, et un périmètre est valide si il est digeste, si la charge mentale qu'il gère dans les équipes est soutenable. Et puis, il y avait aussi un enjeu par rapport à cette définition des périmètres. Ça a été de décentraliser l'analyse fonctionnelle qui était un goulet d'étranglement, au plus près des périmètres métiers, donc en la faisant au sein de ces équipes-là, de ces feature teams. Avril, on continue l'alignement stratégique, on commence à sensibiliser le COMEX. C'est la mise en place des premières équipes dédiées à des produits SI. On crée une instance de coordination transverse et puis, c'est justement là où Maxime, si tu veux bien dire un petit mot, on l'a appelé le COPIL projet et produit, et qui était un quartet, qui se mettait en place pour amener un petit peu de transversalité. Avec plaisir, bonjour à tous. Donc juste très rapidement, moi c'est Maxime, donc je suis dans les équipes d'OCA aussi. Je suis du coup responsable de la performance, de la démarche d'amélioration continue pour le groupe. Et effectivement, on a mis en place ce comité qui était pluridisciplinaire avec un architecte fonctionnel, un architecte plutôt technique, enfin pas plutôt, un architecte technique, un architecte fonctionnel, Damien dont on a parlé juste avant, et moi qui ai... Exactement. Et moi, du coup, dans cette instance-là, avec le rôle de facilitateur et évidemment avec la casquette quand même performance process. Donc l'idée était effectivement de récupérer tout ce backlog transverse là avec les sujets orphelins, transverses, immatures, mal aiguillés,
et au fur et à mesure de créer une instance qui permette que tous ces sujets-là arrivent vers nous et qu'on on redéfinisse l'aiguillage, qu'on mature ces sujets s'il y avait besoin, qu'on définisse le niveau de transversalité et la gestion du projet s'il y avait des sujets transverses, et qu'on mette quelque part les sujets qui étaient orphelins. Et donc, c'est quelque chose qu'on a fait pendant 6 mois avec l'accompagnement Good et qu'on continue à faire aujourd'hui. C'est une instance qui est ancrée dans le paysage OCR, en tout cas à date, quoi. Oui. Et qui était un lieu c'est vrai que l'initialisation a été coûteuse au sens où finalement c'était la liste de tous les sujets qui n'avaient pas trouvé de réponse. Donc il y a eu un début, un coût d'initialisation important avec un fichier avec 200 lignes de besoins. Mais voilà, ça a aussi permis de travailler une capacité à prioriser et à dire non qui a été assez intéressante. Mai-juin, on attaque des sujets de finalement, comment on crée une vision globale de toutes ces transformations sur les briques, sur le SI métier, sur le RP. Où est la vision globale? Willy. Et là, justement, la vision globale, on s'est confronté à quelques petits sujets parce qu'on passait de je regarde les sujets de mon ERP à non, en fait, il faut vraiment qu'on ait une vision globale. Mais dès qu'on commence à parler vision globale, la première chose qui arrive bien évidemment à l'esprit, c'est mais est-ce qu'on a une idée de tout ce qu'on a aujourd'hui comme logiciel dans notre application, enfin dans notre système d'information, et ils sont utilisés par qui, ils sont dans quel état, et quand on touche ça, ça touche à quelle brique. Donc ça a été un grand moment. Donc il fallait qu'on arrive à construire petit à petit cette vision SI pour arriver à se dire, je ne traite pas un problème ERP, c'est un problème ERP au milieu d'un SI. Pardon. Excusez-moi. Donc, c'était de clarifier justement cette vision SI et de se dire, une fois que j'ai ma vision SI, quand j'ai l'ensemble des demandes qui arrivent, à un moment donné, ces demandes, elles viennent servir quel objectif stratégique? Et du coup, ça aide à la priorisation, ça aide à savoir si je le prends en compte ou pas du tout, et ça aide petit à petit à se dire, ok, ça rentre par tel canal, parce que les sujets orphelins, il y a aussi un problème qui était de dire, je ne sais pas à qui m'adresser. Et le je ne sais pas à qui s'adresser, il y a un moment donné, justement, on est capable de remettre un entonnoir, de remettre des personnes en face des métiers qui sont en attente, et d'arriver à se dire, petit à petit, je construis vers quoi je veux aller. Donc ça, on vous a mis là un exemple de ce qu'on a fait à un moment donné pour se dire j'ai besoin de quoi et comment j'y vais. Et ça, c'était sur les 6 premiers mois. Alors, c'est pas très parlant comme slide puisque j'ai masqué les données de la roadmap, mais c'est pour simplement vous dire qu'il y a eu aussi un changement de pédagogie et de discours autour de la roadmap en laquelle personne ne croyait plus, qui était de dire finalement quand on affiche une date, quand on affiche un mois avec des livraisons sur telle ou telle ligne projet produit, bah, il y a un indice de confiance qui va avec puisque on n'a pas fait un cahier des charges, une spécification exhaustive. Donc on découvre et on traduit les besoins au fur et à mesure en éléments développables. Donc voilà, c'était ces petits pouces là, on voit bien qu'en août, on n'est pas encore bien décanté. Donc ne vous attendez pas à ce que à la fin de la 3e semaine d'août, on vous livre ça. Et ça a été aussi très important, de faire cette acceptation de la part des commanditaires, de comprendre que ce qui importe, c'est les décisions sur le périmètre à leur niveau, plus que de faire des relances des équipes pour le respect de deadline et d'un planning Gantt. Et surtout, ça nous permettait d'avoir une vision globale, partagée, de savoir à peu près là où on allait, surtout dans le démarrage où on n'a aucune certitude vu qu'on est en train de découvrir tout un tas de demandes qui sont en attente. Donc, il y a besoin aussi de donner cette clarté-là aux qui sont en attente, qui ont l'impression qu'on va le faire demain, mais en fait, en vrai, c'est nulle part. Donc, il y avait la consolidation de ces demandes avec notre capacité et l'indice de confiance. Alors, il y a eu aussi un accompagnement en proximité de 2 équipes fonctionnelles dont le périmètre avait été précisé au cours de ces ateliers sur les flux de valeur. Donc chaque équipe était invitée à s'aligner sur sa vision métier court terme, long terme, sa vision produit en exprimant les enjeux de la performance métier attendue et de la solution. Chaque équipe était invitée à s'évaluer en termes de maturité
de fonctionnement feature team. Donc, est-ce qu'on est proche de nos clients? Est-ce qu'on livre de la valeur fréquemment? Est-ce que notre niveau de qualité est satisfaisant? On leur avait créé une petite matrice. Chaque équipe a été amenée à créer son cadre de travail, notamment ce qu'on appelle les definition of ready, definition of done, les éléments qui nous permettent de dire qu'on peut commencer les devs ou qu'on peut livrer la valeur, et puis processus de qualité, et bien sûr tout le processus de maturation des besoins entre le garant métier et le PO pour fluidifier toute cette ligne de production. Les garants métiers avaient aussi à s'aligner avec leurs référents métiers en région, dans les différents métiers. Donc un travail en amont, ce qu'on a appelé l'équipe cœur, qui a été associée aux garants métiers, pour les mettre d'accord avant de lancer les productions. Et voilà, donc c'était une petite trame qui nous permettait de suivre la maturité des équipes. Et puis on est aussi, comme l'ADIP prenait des décisions de priorisation qui nous semblaient pas être de son niveau et qui pouvaient même parfois lui être reprochées, on est allé aussi sensibiliser le COMEX à réfléchir à ses choix à leur niveau. Donc typiquement, c'est quoi votre priorité entre la valeur pour le client, donc tout ce qui est capter, fidéliser, répondre aux attentes clients, l'efficacité pour les opérations, donc moins de perte de temps, plus de performance pour les utilisateurs internes, le décommissionnement d'applicatifs, donc pour que eux-mêmes se mobilisent à réfléchir à l'enjeu de classer en top priorité l'un ou l'autre de ces réponses. Et d'une façon globale, le questionnaire n'est pas du tout représentatif, mais d'une façon globale, ça a été de leur remettre, leur redonner la main. Willy, tu voulais dire quelque chose? J'ai l'impression qu'il est figé. Il y a un élément. Allô, allô? Oui, vas-y, c'est bon, c'est revenu. Oui, ok. Je disais, l'élément fondamental ici, c'est d'aller chercher l'alignement entre la stratégie de l'entreprise et opérationnellement, qu'est-ce qu'on va faire. C'est vraiment clé parce qu'en fait, chacun a sa propre idée. Et il y a un moment donné, on voyait bien qu'il y avait des choses qui n'étaient pas du tout alignées et que dans les demandes, notamment, elles n'étaient pas alignées avec la stratégie de l'entreprise. Et c'est bien de remettre l'église au milieu du village et de se dire on a une stratégie d'entreprise, l'informatique est là pour supporter la stratégie d'entreprise, il faut qu'il y ait un alignement global sur la chaîne. Et donc, il faut qu'on fasse prioriser et qu'on sache clairement qu'est-ce qu'on attend à l'intérieur de l'entreprise. On a eu également, justement, à un moment donné, l'enjeu de clarifier cette transformation qui était quand même assez globale sur beaucoup d'aspects en même temps, dans une carte de transformation. Donc, j'ai pas mis celle qu'on a conçue, mais je vous mets le modèle qu'on a utilisé pour, en un coup d'œil, que n'importe quel acteur puisse comprendre. Voilà, sur notre première période, qu'est-ce qu'on va faire sur les enjeux projets critiques? Qu'est-ce qu'on fait sur les équipes fonctionnelles? Lesquelles passent en mode équipe fonctionnelle? Sur le mode organisationnel, à partir de quand on met en place nos nouveaux rôles, nos fiches de poste, etc. Donc ça permet d'être très synthétique et ça nécessite d'être très au clair avec les différents chantiers et la façon dont on va les cadencer. Et finalement, ce travail-là, on se rend compte que c'est pas si facile à faire de s'aligner sur ces chantiers, d'une grille de lecture commune, du phasage, de la transfo du SI et organisationnel. Et puis, on se rend compte à ce moment-là, on sensibilise au CA sur le fait qu'il n'y a pas forcément un leadership SI bien affirmé, bien clair pour piloter cette transformation globale. Alors, nos déclics, on va terminer par nos déclics. Justement, c'est ce leadership de la transfo SI. Sur la transfo SI, il y avait justement, alors on verra un petit peu après, mais en termes d'organigramme, il y avait une structure qui était différente à celle d'aujourd'hui. Et du coup, il y avait à un moment donné, on était deux, mais on ne savait pas trop qui devait faire quoi. Voire même, je trouve que l'image, je trouvais, était plutôt pas mal. Chacun tirait dans un sens et du coup, c'était pas trop, on n'était pas du tout coordonnés. Il y avait, du coup, c'est un phénomène effectivement de blocage mutuel, ça c'était très clair. Il y avait un enjeu là à arriver à nous remettre dans le bon sens, dans la bonne direction,
dans une direction qui soit partagée, et je l'ai dit tout à l'heure aussi avec la direction. Et donc, du coup, qui pilote la transfo du SI, qui est en charge du SI, qui est en charge de la partie opérationnelle, comment ces deux-là doivent se parler pour arriver finalement à un objectif commun. Et donc, il y avait bien ces besoins de clarité des priorités et qui fait quoi, et entre les chantiers. Il y a eu des moments assez folkloriques. Ouais. Et il y avait aussi une ambiguïté de rôle managériale. Et du coup, il y a eu une refonte de l'organigramme avant-après. Voilà, on avait un organigramme avant où on avait donc le président, on avait le directeur de la DIP, donc c'est la direction de l'innovation et de la performance, et la DSI était à l'intérieur de ce service-là, au même titre que la performance, une partie analyse et administration fonctionnelle, et un autre service qui s'occupe, donc STM, c'est les solutions techniques et matérielles, puisqu'on pose du matériel sur le terrain. Donc ça, c'était avant. Et effectivement, l'un des enjeux était que le directeur DIP allait dans un sens et moi, j'allais dans un sens qui n'était pas forcément le même et qui faisait que oui, on se bloquait quand même plutôt pas mal. C'était pas très, très productif. Et on a eu un changement d'organisation. Alors déjà, avant d'arriver à un changement d'organisation, on a eu une clarification des rôles. Et cette clarification des rôles a permis qu'à un moment donné, des rapports qui pouvaient être justement contre-productifs redeviennent productifs, puisque à un moment donné, le SI, quand on parle de transformer le SI, ça implique des responsabilités informatiques au service de l'opérationnel. Et donc, c'était bien sous la responsabilité du DSI, cette partie-là. Et petit à petit, dans le contexte OCA de croissance qu'on a évoqué au démarrage de ce webinaire, on a besoin encore d'aller plus loin. Et donc, ils ont fait ressortir le fait que les systèmes d'information est un enjeu clé dans la transformation globale d'OCA et dans sa croissance. Et donc, effectivement, c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler en côte à côte depuis très peu de temps, avec maintenant la direction des opérations et de la performance, qui était anciennement du coup la DIP. Et maintenant, on travaille main dans la main, et c'est assez étonnant de se dire qu'au début, on n'était pas forcément des ânes, mais l'image était sympa, de se dire que chacun tire d'un côté, et en tout cas, on n'était pas du tout coordonnés et on s'auto-annulait. Et là, on est vraiment main dans la main et on avance ensemble. Et ça marche très bien. Oui, avec des profils très différents, mais finalement très complémentaires. Il faut ça. clarifier l'ambiguïté. Et à l'intérieur de la DSI, on a eu aussi des modifications qui ont été faites avec des reclarifications de périmètre et avec justement un découpage qui a été fait un peu différemment. Et tout ça, ça a été, c'est grâce effectivement à cet accompagnement-là dans le cadre de cette transformation-là. Alors, si on résumait nos déclics décisifs. Le premier, on en a parlé, effectivement, le DSI qui pilote la transfo du SI. Voilà, quand on parle de système d'information, c'est bien dans la casquette du DSI de s'en occuper. Ce qui n'était pas super clair au départ. Et du coup, ça a été un déclic assez important. Le manager facilitateur du comité projet produit, en fait, c'était aussi le contexte de se dire c'est pas la DSI toute seule, c'est pas le métier tout seul. On a besoin finalement, la DSI ce n'est qu'un support. On rend des services pour quelqu'un qui produit quelque chose d'autre. Et donc quelqu'un qui produit quelque chose d'autre, il y a une espèce il y a un objectif commun qui est de dire on vient chercher de la performance, on vient chercher de l'organisation, etc. Et c'est notamment vu par la performance, le service de la performance opérationnelle, et donc qui a une casquette d'organisation et de facilitateur. Et donc c'est lui qui a pris cette partie-là de facilitateur du comité projet-produit. On est bien là, nous, au service, l'informatique, au service de la performance opérationnelle de l'entreprise. Le product manager qui porte le langage sans concession sur les possibilités, oui, à un moment donné, on est capable ou on n'est pas capable. On peut faire, on ne peut pas faire. Si on fait ça, potentiellement, c'est à la place d'autre chose. Il faut être à un moment donné, il faut faire un choix, on ne peut pas tout faire. Le côté garant métier aussi qui prend sa fonction, c'est super important parce que
Auparavant, on avait ce qu'on a dans les verbatims, on a dit bah ouais, mais c'est la DSI qui fait des choix métiers. Non, c'est le métier qui doit décider ce qu'il a besoin. Par contre, la DSI, on est là pour lui dire ça on peut faire, ça on peut pas faire techniquement. Et si on fait ça, c'est tel impact, tel impact. Et puis après, on travaille ensemble. Et donc le fait de redonner ce pouvoir-là, cette légitimité-là au garant métier, donc c'est le métier qui décide ce dont il a besoin, il exprime son besoin. Nous, on lui exprime notre capacité à faire et c'est lui qui va dire bah, je veux ça avant ça, ou je veux ça avant ça, etc. Et après, nous, on dit ça oui, ça non, et ça marche. On fait ça ensemble. Et les PO qui travaillent du coup avec des priorités plus claires parce que le garant métier a un périmètre plus petit. Avant, c'était beaucoup trop large. Donc, un périmètre plus petit, très spécialisé. Et du coup, ça permet d'avoir une vision très découpée et plutôt pragmatique de je vais faire ça. Et du coup, à l'intérieur de ce périmètre-là, je vais faire ça, ça veut dire quoi concrètement dans le produit, comment je l'implémente avec les produits d'à côté, etc. Et donc, du coup, là, on a bien un copilotage qui est fait entre la DSI et la DOP. On est bien main dans la main avec le directeur des opérations pour avancer dans le même sens. C'est vraiment un changement significatif. Ce n'était pas aussi prégnant. Isabelle, je passe sous ton contrôle. C'était pas aussi prégnant au départ du projet. Ouais, pour le coup, il y a eu un réel rapprochement IT métier qui était notre fil rouge du début. C'est vrai qu'on avait quand même un environnement un peu favorable au sens où quand on avait fait le tour en interview des différentes régions commanditaires, il y avait personne pour tirer sur la DSI en disant c'est de leur faute. Tout le monde savait que le process était dysfonctionnel et que chacun à son niveau avait quelque chose à y faire. Donc c'est aussi ce qui a fait qu'on a pu avec fluidité remettre au carré cette collaboration finalement. Et côté DSI, on était tout à fait d'accord pour dire les personnes qui savent mieux exprimer leurs besoins, normalement c'est le métier. On les aide à exprimer le besoin, etc. Parce que derrière, il faut le transformer en informatique, mais ça n'empêche qu'il faut bien qu'on travaille ensemble. C'est pas l'un ou l'autre. On a fait un séminaire en juin, 6 mois plus tard, pour revenir aussi, avec les équipes, voir, ce qui avait pris et puis ça a été l'occasion de se dire: «Bah, maintenant que, on est plus au clair avec notre méthodologie de travail, est-ce qu'on partage bien les mêmes principes autour du système d'information? Est-ce que ça doit être un SI fermé, guidant ou ouvert, où on peut saisir des choses dans des champs libres et puis avoir beaucoup de flexibilité? Est-ce qu'il y aurait des façons de faire plus simple que ce qu'on envisage, aujourd'hui dans notre façon de fonctionner? Est-ce que parfois on aurait la tendance de faire de l'over engineering? Est-ce qu'on maîtrise bien l'intégrité de nos données? Donc ces sujets-là nous semblaient, intéressants à débattre avec les équipes et ça a donné lieu à des clés de simplification, hein, de ces éléments-là. Et puis ce séminaire a été l'occasion, maintenant que vous avez une ligne fonctionnelle qui a été clarifiée avec votre garant métier, finalement, comment vous faites pour traiter les interdépendances entre équipes? Donc on a fait un avant-goût de synchronisation, on va pas prononcer le mot de PI planning, mais c'était un petit peu ça, c'était de leur, voilà, d'ouvrir la discussion sur les dépendances inter-équipes et la façon dont ils pouvaient les gérer. Donc on a effectivement, pour notre part, terminé l'accompagnement à ce niveau-là. Moi, une des choses qui m'a fait le plus plaisir, c'est quand Maxime a dit: «Moi, je me sens maintenant faire partie d'un vrai collectif managérial, qui a de la cohésion». Voilà, donc c'est la case, en bas au milieu. Tu es d'accord? Voilà. Hem, Effectivement, on a un alignement de la DG jusqu'aux équipes opérationnelles. Tout le monde connaît son rôle, on a des priorités qui sont bien partagées. Des besoins métiers qui sont concertés avec toujours cette logique de pouvoir harmoniser les processus, entre les différentes entités. Parler d'une même voix aux équipes IT. Une grille de priorisation, on n'en a pas parlé, mais on a fourni un petit outil de priorisation, selon les critères, satisfaction client, efficacité opérationnelle, enjeux SI, qui leur a permis aussi de, structurer la façon dont les éléments rentrent dans le backlog en les priorisant. On a fait un travail sur des indicateurs, hein, parce qu'à un moment donné, le COMEX demande des KPI, il en faut bien, donc on a fait aussi cet aspect-là et on s'est posé la question de bien redimensionner les projets critiques.
Ce qui était également satisfaisant, c'est d'entendre une PO dire qu'elle a retrouvé du sens à son métier, qu'il y a des mises en prod régulières, il y a une belle proximité avec son garant métier et qu'eux-mêmes, ils voient l'impact de leurs travaux et l'impact de leurs efforts. Voilà, je ne sais pas s'il faut ajouter quelque chose sur ce chemin. Il y a Olivier qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour à tous. Comme j'ai bientôt terminé, si Maxime, Olivier, vous voulez rajouter votre touche, n'hésitez pas. Écoute, moi, je peux dire un mot, effectivement. Enfin, je rejoins ce qui a été dit, hein, d'où le pouce, effectivement, que tu as vu. Non, ça, et Willy a fait aussi ce clin d'œil en début d'intervention. J'avais également milité pour un accompagnement du type de celui que vous nous avez fourni pour arriver à ce chemin-là. Et moi, je suis vraiment effectivement très satisfait de ce qu'on a créé grâce à vous, avec vous. Et donc, ouais, très, très positif et plutôt aligné sur les 6 grandes cases là que tu as mis. Et on a encore du chemin à faire sur de la transfo, alors SI, mais pas que. Et du coup, c'est intéressant aussi d'avoir ces bonnes bases-là pour travailler. Donc, je suis voilà, ravi de la collaboration, en tout cas, et très, très aligné sur ce qui s'est dit là, dans notre chemin parcouru, quoi. Alors justement, il reste un petit peu de chemin. Oui, oui, non, je ne clique pas au bon endroit, c'est un problème d'interface chaise clavier. Oui, effectivement, on a encore du chemin. Cet été, donc on a un nouvel actionnaire qui nous a rejoint. Et du coup, il y a un truc qui est super intéressant, c'est que là, donc, avec le nouvel actionnaire, on fait un certain nombre de travaux nous permettant de définir ce qu'on va faire sur la suite. Et c'est extrêmement intéressant parce que on y retrouve dans tout ce qu'on a mis en place dans le contexte possible. Et Maxime l'a dit, on n'a pas fini, hein, on a encore des choses à améliorer, mais justement, on est rentré dans un cycle plutôt d'apprentissage et d'amélioration régulière. Et tout ça, en fait, on est en plein dans les très bonnes fondations pour arriver à accompagner le nouvel élan en fait que nous apporte notre actionnaire. On continue à chercher de la croissance. L'entreprise a besoin encore d'apporter un certain nombre de transformations et de changements. Et en fait, dans tout ce qui a été mis en place depuis cette transformation possible, on y voit toutes les bonnes bases pour la suite. Bien évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça va pas se faire en claquant des doigts. Mais concrètement, on est dans une très bonne dynamique pour arriver à accompagner toute la suite. Et je me dis qu'avec le recul, je me dis que si on n'avait pas eu ça et qu'on serait parti de rien du tout, de la feuille blanche, en tout cas pas de la feuille blanche, mais de ce qu'on vivait historiquement avec ce nouveau plan vers lequel on va, les changements auraient été extrêmement plus importants et auraient été beaucoup plus complexes à tenir. Et pour le coup, ça, c'est fondamental de se dire, on a eu la bonne décision, on a eu le bon accompagnement, on est sur la bonne voie pour réussir la suite de l'histoire. Donc c'est plutôt extrêmement rassurant. Voilà, peut-être place à l'échange, place aux questions. N'hésitez pas. Moi, je dirais que c'était effectivement pour nous une belle collaboration, en fait, un très haut niveau de collaboration avec les managers d'OCA, qui a eu une ouverture vraiment très importante, une grande confiance dès le début. Finalement, on a passé 2/3 de notre effort sur l'accompagnement avec les managers, 30% avec les équipes opérationnelles, parce que les équipes opérationnelles héritaient réellement de tout cet environnement organisationnel et décisionnel, et que ça a été ça le plus gros point pour débloquer finalement la situation. Donc déjà, avant les quelques questions, un grand merci à Willy d'avoir témoigné de ça. C'était un plaisir. Allez, qui se lance? On a une question sur le chat. Est-ce que le support sera partagé? Oui, et le replay, puisque j'ai enregistré. Et je crois qu'il y a une fiche référence OCA sur le site de Good. Si Victoria, elle peut nous le confirmer. Oui, c'est tout à fait ça, oui. Oui. Et il se trouve où?
Alors, ils sont sur le site de Good dans justement la partie ressources, mais on pourra les envoyer directement aussi en complément du replay du support. Ok. Avez-vous des questions ou des réactions? Il y a une main levée, Isabelle Septi. Oui, Oui. bonjour. Vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais 2 questions que je me suis notées. À propos du manager qui avait un rôle aussi de facilitateur, je voulais savoir comment il pouvait gérer en fait d'être partie prenante, manager, et aussi cette double posture en fait, manager et facilitateur. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, je voulais savoir comment vous avez procédé. À un moment donné, vous avez parlé de clarification des rôles. Ça m'intéresse de savoir comment vous avez procédé. Ah, effectivement, oui. Pour répondre à la première, et il pourrait même presque répondre par lui-même, parce qu'il est là. Mais en fait, le manager qui est devenu facilitateur, c'est pas les mêmes équipes. C'est pas du tout les mêmes équipes. En fait, le manager n'avait aucun rôle de management vis-à-vis des autres personnes. Donc, le facilitateur, c'est vraiment dans la co-construction de quelque chose qu'il fallait qu'on arrive à travailler ensemble. Maxime, si tu veux en Non, toucher mais deux mots. je suis en phase avec ça. Effectivement, je pense qu'un des aspects essentiels, puisque c'est du coup moi le genre facilitateur, c'est effectivement que je suis manager d'une équipe qui gère toute la partie amélioration continue, mais que j'ai pas de rôle managérial dans le SI et l'organisation du SI. Alors, évidemment que je suis partie prenante, hein, donc c'est pas tous les jours simple. Par contre, il n'y a pas d'enjeux managériaux en lien avec les personnes, et notamment ce comité dans lequel je suis et je suis facilitateur. Et d'où effectivement la possibilité d'arriver à vraiment être efficace sur ce rôle de facilitateur. Je pense que sinon, ça va peut-être être plus compliqué. Il y a un autre aspect aussi de la réponse, hein, si je peux me permettre, Maxime, mais je sais que tu ne m'en voudras pas. C'est que il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans cette transfo, et ça en fait partie, qui ont émergé. Et quelque part, Maxime avait déjà quelque chose qui ressemblait à ce rôle-là dans le groupe qu'il formait. C'est-à-dire qu'il y avait des postures, des préoccupations, des actions qui ressemblaient beaucoup à ça. Et ça s'est inscrit dans la continuité de quelque chose qui était déjà présent dans les relations entre eux. Et je pense que c'est très important quand on accompagne un groupe d'être à l'écoute de ce qui émerge et de pouvoir le faire fructifier. Donc, il n'y a pas eu de révolution, ça a pas eu, ça a été naturel en fait, il me semble, en tout cas, c'est ma perception des choses. On l'a rendu explicite, on l'a renforcé, on l'a ensemble acté pour que ça soit plus clair pour tout le monde. Mais il y avait déjà quelque chose, un terreau très très propice à tout ça. Alors, il y a une démarche quand même pour arriver à cette décision. Ouais, il y avait un élément pour moi qui est fondamental et qui vient en lien direct avec la deuxième question, les rôles et responsabilités. Et c'est justement, et ça fait partie de ce sujet-là, c'est de dire, il y a un rôle de facilitateur, c'est quoi les responsabilités qui vont en face? Et du coup, de se dire, bah, ok, en fait, on est d'accord avec ces responsabilités, on se met, quelque part, on légitimise le rôle avec les responsabilités et il n'y a pas d'autres questions, en fait. Ça a été. Alors, il y avait le terreau, Olivier, je suis 100% d'accord avec toi. Il y avait un terreau et il n'y a eu aucune objection. Au contraire, je pense que tout le monde était plutôt très, très rapidement d'accord sur le sujet. Et du coup, le fait de savoir que ce rôle-là a ces responsabilités-là et de te dire, bah, après, tu associes ça à une personne et tu dis, bah ouais, en fait, ça marche très bien, tu ne me poses pas la question, on fait comme ça. Il y a eu une démarche pour arriver à ça, c'est que quand on a fait connaissance avec ce groupe de managers, on voit émerger des personnalités, des styles de fonctionnement différents, des personnes très détail, des personnes très structurées, action, et c'est de ça aussi qu'on a essayé de jouer. Donc on a fait un atelier dans lequel on leur a demandé de se poser des post-it chacun les uns les autres sur les qualités perçues. Et c'est à la suite de cet atelier, en fait, parce que l'idée, c'est aussi de sensibiliser les personnes au travail qu'elles vont avoir à faire sur elles, si elles font un changement de rôle. Et c'est à la suite de cet atelier qu'on a effectivement proposé cette mécanique avec un PM, un archi-fonctionnel, un archi-technique et un facilitateur, parce qu'il nous semblait que Maxime avait ces qualités de structuration et de prise de décision qui pouvaient faire avancer grandement les autres.
Jean-Michel, peut-être. Oui, bonjour à vous. Merci déjà pour le retour d'expérience, c'était très clair. Et le témoignage aussi, vous êtes plusieurs à témoigner et ça, c'est super chouette. Coucou Olivier au passage. Salut, ça fait longtemps. J'ai une question, moi, qui est une simple petite clarification. Peut-être je ne l'ai pas capté moi-même. Des rôles de garant métier, product manager, product owner, est-ce que ces rôles-là font tous partie des équipes métiers, une partie ou pas du tout? Il y J'ai a pas toute forcément capté. l'historique, ouais. Je comprends que ton regard d'agiliste il puisse être interrogé par tout ça. De manière simple, le garant métier, l'objectif c'était de dire j'ai une chaîne de valeur et j'ai besoin d'avoir un discours cohérent et notamment au regard des difficultés d'harmonisation de processus, etc. Pour arriver à se dire je sors c'est la DSI qui décide tout, je remets le métier au centre et je lui laisse décider. Et notamment, il faut qu'il y ait quelqu'un qui, à un moment donné, représente cette partie du métier. Et c'est là qu'est arrivé le garant métier. C'est redonner une légitimité au métier, mais même à l'intérieur du métier. C'est-à-dire qu'il faut que les agences, elles se disent, cette personne-là, elle représente ma partie à moi. Et je suis d'accord avec ça. Et donc, on avait besoin de cette partie-là. Après, product manager, l'idée du product manager, c'est surtout d'avoir à un moment donné une espèce de consolidation de tout ce que chaque PO fait pour arriver à une vision globale. Compris. D'accord ? Et donc après, le PO, concrètement, on a un binôme garant métier PO qui travaille main dans la main avec des key users, parce que ce n'est pas le garant métier tout seul, ni le PO tout seul. On a bien en fait une équipe qui travaille, mais on va dire à des niveaux un peu différents. Et c'est la collaboration active de cette équipe qui permet de faire émerger le besoin le plus clair et priorisé, permettant après de rentrer dans le cycle de développement. Ok. Donc, si je comprends bien, pour reformuler un petit peu, garant métier / key user vont partager les problématiques qu'ils ont ou les éventuels besoins s'ils arrivent à les formuler correctement sans être trop biaisés vers product manager et product owner pour qu'ensuite ça soit puisse être traité par vous, la DSI. Vers product owner qui est au sein de la DSI. Ok. Et le product manager est juste là pour avoir une vision, globale. Je mets des guillemets à juste aussi que ça. Mais il a tous les PO. Oui. Parce qu'à un moment donné, l'ERP, c'est un fonctionnaire extrêmement large. Et donc, c'est pas un PO qui prend que cette partie-là. On a été obligé de découper en morceaux parce que c'était quand même assez important. Donc, cette espèce de synchronisation en fait, de tous les PO. Et on a parlé tout à l'heure d'interdépendance potentielle dans les développements. Et où moi, je fais ça, mais du coup, ça touche ta partie à toi de ton équipe. Voilà, c'est l'idée d'avoir cette vision un peu consolidée en fait, de tout ce qui se passe. Oui, et le PM anime également un rituel qu'on a créé avec les GM pour s'aligner sur qu'est-ce que vous voyez vous venir de votre côté et qu'est-ce qui se passe l'actu du SI pour avoir à chaque fois cette vision globale. Oui, bien sûr. Puis il y a un côté descendant, ascendant, il y a un partage. Une maille plutôt stratégique du coup. C'est ça. Ok, compris. Alors, on n'a pas tellement parlé des instances, mais effectivement, on en a laissé tomber qui n'apportaient pas de plus-value à personne. Le nombre d'instances et de fois où les personnes répétaient les choses quand on est arrivé, c'était très impressionnant, notamment notre PM représentait sa roadmap 10 fois dans la semaine, toujours sans y croire, dans 10 instances différentes. Donc on a fait ce travail aussi sur la gouvernance et il y a un copil SI qui était assez important aussi, qui a évolué pas mal au cours de la transfo. Qui continue d'évoluer. Qui était animé et qui continue. Ouais. Super, merci pour vos retours. Est-ce qu'il y a d'autres questions, réactions? Eh bien, écoutez. J'ai peut-être un tout dernier truc. Comment vous avez, en termes de mesures ou de KPI, c'est extrêmement vaste. Il y en a de partout, dans tous les sens. Enfin, je ne sais pas pour vous, dans les environnements que je côtoie, moi, il y en a dans tous les sens. Comment vous avez pu peut-être faire le tri et comment vous avez fait des choix, en fait, des choix pertinents, j'entends? C'est vrai que sur ça, en tout cas, c'est le discours que je tiens aujourd'hui. Je n'ai pas toujours tenu le même, mais c'est aussi l'expérience qui nourrit nos positionnements parce que c'est un sujet qui est vraiment pas simple. D'un côté, on a des gens qui veulent investir dans une transformation et forcément, ils ont envie d'avoir une idée de comment ça avance. Et d'un autre, le chemin humain, le chemin à l'échelle de l'équipe peut être très différent. Donc, souvent, j'aime bien tenir le discours de dire qu'il y a peut-être plusieurs façons de voir les choses et les équipes
quand on essaie de leur donner un peu d'auto-organisation, on a plutôt été sur quelque chose de déclaratif, puisque un des objectifs de l'entreprise, c'était quand même d'aller vers le modèle feature team. Donc, on a décrit ensemble qu'est-ce que ça voulait dire être une feature team, et on les a questionnés en faisant une espèce de moment avec elles pour dire où vous en êtes, vous, sur ces 5 points de 1 à 10. Et puis, une fois qu'elles avaient ces 5 points, elles pouvaient s'emparer d'un certain nombre d'actions pour avancer. Donc, il y avait l'idée de dire, vous êtes autonome sur votre organisation. La direction de l'entreprise, c'est d'aller vers le modèle feature team. Regardons où vous en êtes et ce qu'on attend de vous, c'est de progresser. Mais c'est vous qui allez progresser. Donc, déjà, on pouvait voir ça avec ce regard-là. Après, d'un point de vue transformation générale, on pouvait avoir quelque chose de beaucoup plus macro autour de ça. Et c'est vrai qu'on s'est dirigé vers des attentes qui étaient des attentes de départ. Donc, il y avait cette direction en termes de feature team. Il y avait aussi le fameux se rapprocher du métier qui est matérialisé par le garant métier. Donc, est-ce que on a mis un garant métier? Est-ce que aussi ça porte ses fruits dans la collaboration avec le PO, avec l'équipe? Et là, il y avait des choses qui étaient évidentes, d'autres moins, sur la fluidité, la compréhension, et donc des éléments comme la satisfaction, notamment de la gouvernance. On est allé chercher aussi une feuille de route un peu plus explicite de la part du COMEX sur qu'est-ce qu'ils attendaient de cette transformation. Et là, c'était quand même un travail qui est pas toujours facile, parce qu'une fois qu'on a cette petite feuille de route qui était globalement assez simple, la déclinaison après managériale, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Il y a toujours un travail qu'on sous-estime sur qu'est-ce que ça représente en termes de temps, qu'est-ce qui est faisable, etc., qu'on a dû faire plusieurs fois et revenir sur, attention, cette grande intention-là, comment on la décline, qu'est-ce que ça veut dire dans mes équipes, est-ce que je peux le faire maintenant, comment je priorise, etc. C'est un travail qu'il faut ancrer dans la durée, en fait. Au final, c'est surtout ça sur lequel on s'est confronté, quoi. Ok, ça marche. C'est ma vision. Peut-être que Isa, Maxime ou Willy auront un autre truc à partager sur ça, quoi. Je suis assez raccord. Il y avait des enjeux. Il y a des KPI, il en existe des tonnes, qui veulent dire plein de choses, et puis, ou pas d'ailleurs. Il y a un moment donné, c'est surtout qu'est-ce qui fait sens dans le contexte de la transformation pour les différents niveaux. Et c'est pas juste d'avoir les mêmes KPI que tout le monde, parce que c'est peut-être pas forcément judicieux. Tout à fait, je suis d'accord. Finalement, on raisonnait plus en point de passage qu'en KPI proprement parlé. Ok, ça marche. Compris. Beaucoup plus de sens, ça marche. Donc, comme il est 12h30, on va vous libérer. Vous avez des ressources complémentaires si vous le souhaitez sur le site de Good. Merci de nous avoir accordé du temps. S'il y a encore une ou deux questions, on a encore 2-3 minutes pour ceux qui veulent, mais sinon. Vraiment donné. Merci beaucoup, Willy. Merci beaucoup d'avoir co-animé avec nous. C'était le reflet de notre collaboration. Oui, tout à fait. Merci pour ta confiance aussi.